Douala, capitale de la région littorale du Cameroun et poumon économique du pays et de la sous-région. Son port autonome, situé sur les berges du Vouri, représente la principale porte d'entrée des produits pour la sous-région, notamment agroalimentaires. En 2015, la place portuaire a importé 1388 millions de tonnes de produits agroalimentaires, un chiffre qui illustre à suffisance la faiblesse du tissu industriel local. En 2000, la jeune entreprise Tanti voit le jour et ambitionne d'inverser cette tendance. 17 ans plus tard, Tanti, c'est 22 produits agroalimentaires, une transformation annuelle de 500 tonnes, des centaines d'emplois et une présence au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique. Derrière cette success story, un homme, Thierry Niamen. C'est un homme qui au départ était programmé pour échouer. Issu d'une famille extrêmement pauvre et sans soutien quelconque, l'avenir s'annonçait plutôt sombre pour Thierry Niamen. Les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient pas quand on le voyait, on se disait... Les gens racontaient des choses, même déjà subies. Mais c'est vraiment quelqu'un qui bosse. Et vraiment, j'en suis fière quand je le vois aujourd'hui. Pour se lever jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être, que ça pouvait grandir, être comme cela est aujourd'hui. Parce que tout le monde ne croyait pas. Mais il a persévéré. Seulement, c'était sans compter avec la détermination et la témérité de celui qui était, il y a encore quelques années seulement, vendeur à la sauvette au marché d'Essos à Yaoundé au Cameroun, avec en tout et pour tout 150 000 francs CFA dans la poche. Il fait ensuite de l'agro-industrie sa passion ainsi que sa vie, et 17 ans plus tard, il est un capitaine d'industrie qui pèse un demi-milliard de francs CFA. Quand je ne crois plus à mes rêves. L'histoire de Thierry Niamen, c'est la concrétisation même du rêve américain, mais à l'africaine. J'ai une enfance assez difficile parce que né dans une famille très pauvre, un enfant naturel qui a vu son père pour la première fois à l'âge où j'ai même su, j'ai vu mon père pour la première fois à l'âge de 14 ans et c'est à 12 ans que je me rends compte qu'il existe. Que j'ai un père qui existe et quand je le rencontre, je n'ai pas la possibilité de pouvoir discuter franchement avec lui. Et puis c'est cette école primaire chez mon tuteur qui passait toute la vie à me battre pour des raisons que lui seul pouvait expliquer. Ces difficultés feront la force de Thierry Niamen. Sa maman et quelques membres de sa famille se battent corps et âme pour financer ses études jusqu'en 1989 où il obtient un baccalauréat de l'enseignement secondaire général série D au lycée classique de Bafoussam. Un diplôme qui lui semblait déjà inespéré au vu de sa situation. Ce d'autant plus qu'il obtient avec une moyenne de 13 sur 20. Un détail qui fera toute la différence et changera probablement l'orientation de sa vie. Entre-temps, l'Union soviétique annonce également le lancement de son programme de bourse en faveur des étudiants camerounais. Si les choses sont promoteuses, Thierry Niamen, qui a toujours caressé le rêve de devenir médecin, sait aussi que la bourse pour l'Union soviétique n'est pas garantie. Les filières sont diverses et celles aussi prestigieuses que la médecine sont très courues, ce qui accroît la compétition et réduit ses chances d'être sélectionné. Il a peur de rater l'opportunité de sa vie en essayant de réaliser sa passion à tout prix. Il opte alors pour une stratégie plutôt originale. Alors quand il y a eu la bourse de l'Union soviétique, on a cité des spécialités et j'ai rempli la fiche sans mettre la filière. Parce que pour moi l'essentiel c'était de sortir.
Alors j'ai attendu le vendredi, le jour où il y avait l'affiche. Je suis arrivé au ministère à la porte 607, je crois que c'était cette porte-là. Et j'ai demandé à la dame, elle me dit votre dossier est prêt, c'est le dernier jour, faites vite hein, parce qu'on va clôturer. Je dis oui madame, mon dossier est prêt depuis 2 semaines. Mais j'ai un problème pour ma spécialité. Elle dit, mais ce que vous voulez être quoi? J'ai dit, non, je ne veux pas être quoi. Montrez-moi le tas, le tas, là où il y avait moins de postulants. Et dans cette optique, je savais que avec moins de postulants, avec ma moyenne, je devrais être parmi les prisés. Elle a regardé le tas, elle a dit, va alors tu regardes les tas. J'ai regardé dans les tas, et là où il y avait mécanisation agricole, le tas était très petit. Donc tout le monde avait choisi médecine vétérinaire. Il y avait un grand lot, médecine générale, dentiste, pharmacien. Donc toutes ces filières qui étaient entreprisées, il y avait tellement de demandes. Et mon astuce était d'aller là où il y a moins de concurrence. Et quand j'ai choisi ce tas, j'ai rempli ce jour-là. Et si on repart même sur cette fiche, je l'avais remplie au bic bleu. Pourtant ma fiche était au bic noir. Finalement, sa stratégie s'avérera payante. En juillet 1990, son nom figure parmi les étudiants camerounais retenus pour bénéficier de la bourse en Union soviétique. Le pari est gagné. Viennent alors les premières difficultés d'adaptation, en premier lieu la langue. Au Cameroun, où il est né et où il a grandi, les langues officielles sont le français et l'anglais. Où il se trouve désormais, la langue parlée, c'est le russe. Une langue qui n'a presque aucun rapprochement avec le français. Mais habitué à se battre, l'obstacle linguistique s'est rapidement transformé en une opportunité qui favorisera l'intégration du jeune Camerounais. Donc directement, dès qu'on arrive à Moscou, on ne parle pas la langue, tout est écrit en russe et on ne parle pas l'anglais. Mais j'avais compris que j'étais dos au mur, fils du common. Donc j'avais une seule obligation de m'adapter. Et directement, j'ai compris que le secret dans ce pays, c'était la langue. Ça, je peux vous assurer que je parle très bien russe. Je parle mieux le russe que le français. Parce que déjà même, j'ai gagné les Olympiades de langue russe dès la première année. Et quand c'est moi qui étais l'impresario à la soirée de clôture alors que j'étais en année préparatoire. Est-ce que comme ça, vous pouvez nous donner une phrase citer une phrase en russe? Mais je dis que je parle très bien le russe. Oui, une phrase, un exemple, par exemple. Je suis en train de conduire. Я вожу машину. Seulement, les frais de la bourse qu'il recevait ne lui permettaient pas de joindre les deux bouts et de vivre décemment. C'était une bourse de coopération qui était la moitié venait du Cameroun et la moitié venait de l'Union soviétique. Maintenant, cette bourse était dérisoire par rapport à ce qui devrait être. Mais on pouvait... c'était 250 000 par an. Donc environ 20 000 francs CFA par mois. Pendant qu'on donnait 100 000 francs par mois aux étudiants boursiers camerounais en Europe. En bon battant, Thierry Niamène se rabat dans le commerce et vend désormais les habits et même des sous-vêtements. Homme à tout faire, il n'hésite pas à faire la plonge pour boucler ses fins de mois. J'avais la possibilité aussi d'aller comment vous appelez ça, d'aller en Europe pour faire des jobs. Donc j'étais plongeur à Marseille. Donc j'allais laver les assiettes sous le nom de Victor. Ouais, parce que automatiquement avec mon nom, je n'avais pas le droit je n'avais pas le droit de travailler avec un papier, donc c'était sous le nom de Victor que j'étais plongeur. Et je lavais tellement bien les assiettes qu'à fait, j'étais adjoint au chef cuisinier. Entre 1990, date de son arrivée en Russie, et 1999, 9 ans se sont écoulés. Le jeune Thierry Niamène a fini sa formation, sanctionné par un doctorat en mécanique à l'Université technique d'État d'agriculture de Kharkov. Maintenant, il doit chercher de l'emploi. Une recherche qui sera longue, intense, mais vaine. Le jeune diplômé enverra au total 750 demandes d'emploi, mais aucune réponse favorable.
Mais vous écrivez, vous vous rendez compte que vous êtes à 750 puisque c'est avec un ordinateur, donc vous écrivez, vous voyez la liste de ceux des expéditeurs. Mais personne n'a répondu. C'est ça la magie même de tout ça. Mais répondez-moi au moins, dites-moi que non. Les 50 dernières demandes d'emploi, j'ai dû écrire même que je veux travailler gratuitement. Mais il y a un qui m'a répondu à partir d'Abidjan, l'ancien directeur de l'IRAD. Il m'a dit plutôt qu'il admire ma persévérance, mais qu'il n'y a pas de place pour l'IRAD, mais de continuer à rechercher. Parce qu'il paraît qu'en 2 ans, on a envoyé dans 4 services. Je crois qu'il est parti de la maths génie ou n'importe où là. Et partout là où on voulait l'ingénieur, il retrouvait ma demande. Et quand il retrouvait ma demande, donc je pense que ça l'amusait, même j'étais devenu un griot pour lui. Bon, c'est ça notre pays. Pour moi, ce n'était pas l'occasion de baisser les bras. Le temps passe et il finit par comprendre que s'il doit s'en sortir, ce ne sera uniquement que par ses propres moyens. Et cela passera par l'entrepreneuriat. Goûter. Goûter, ne payez même pas. C'était ici. À l'époque, on prépare la bouillon, on vient ici, on dit que goûter même. On déguste. Hein? Du travail. Ça les étonnait que je continuais à vendre je vendais ma bouillie. Non, il n'y en avait aucun. Je vendais. J'étais fier. Oh, mais il y avait un point là-bas. What est où? What est où? Mon voisin sait what parce qu'il faisait d'abord le riz et la sauce d'arachide. Parce que le début même, c'était pas la bouillie. C'était du riz et la sauce. Riz, sauce d'arachide. Et le plat, c'était 100 francs. Et la sauce était gratuite. Après, quand on donne, et les gens allaient acheter du riz quelque part, venaient prendre la sauce gratuite ici. Et là, bon, c'était la faillite qui était claire parce que partager dans un marché, c'est la mort. Donc, ce n'était pas possible. Mais avec ça, après, je suis revenu avec la bouillie dans mon secteur. Après, c'était les hôtesses qui ont continué. Mais je reviens par moment, comme vous voyez là, juste pour prendre cette chaleur qui me manque. Ouais, bon, Thierry, ça fait peut-être au moins plus de 15 ans que je connais Thierry. Il a commencé avec nous ici au Goudron, précisément juste là à côté. Dans le départ, c'était avec du riz, avec de la sauce d'arachide. Ouais, il le faisait sur place, dans une petite caisse où il disposait et il servait à tout le monde. C'est la sauce d'arachide. Elle était bien lourde. Ben, elle était superbe. On n'est pas très bon. Très bon. C'était bon. Alors ça se passe bien, ça continue. Il était encore vraiment à ses débuts. Bon, comme il est d'abord tout bon blagueur, on a d'abord sympathisé. Il m'a demandé si je consomme les bouillies Tanti. J'ai dit oui, de temps en temps j'en consomme. Et surtout ma fille, parce que ma fille, elle était toute petite à l'époque, donc c'est ce qu'elle prenait. L'idée de créer le produit Tanti naît d'une anecdote qui peut sembler banale à première vue. Une histoire de pâte d'arachide qui n'avait pas pu lui être envoyée en Russie faute d'électricité. Pour la première fois, mais c'était à la suite d'une déception. C'est-à-dire que je fais 7 ans en Union soviétique sans manger la bonne sauce d'arachide que j'aime bien. Et je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide. Quand je demande à ma mère de m'envoyer la pâte d'arachide, elle grille les arachides, arrivé au moulin, il y a coupure de courant. Alors qu'il y avait un ami qui attendait cette pâte d'arachide venant du Cameroun. Donc je suis quitté de Kharkov, ma ville là où j'étais, pour Kiev, pour prendre la pâte. Mais arrivé là-bas, mon ami me dit, mais la pâte n'est pas arrivée. Maman n'était pas à l'aéroport. Je dis non, c'est pas possible puisque j'ai eu maman le matin. Maman me dit, elle a grillé les arachides, arrivé au moulin, il y a coupure de courant. Mais j'étais fou parce que j'avais dépensé trop d'argent et je me demandais à quoi servait un doctorat si je suis incapable de faire si on est incapable de faire la pâte d'arachide. Donc le déclic se crée dans ma tête de dire il faut que je rentre au Cameroun faire la pâte d'arachide. Mais je peux vous assurer que je ne commence pas la pâte, je veux produire la pâte, mais les amis commencent à me décourager en me disant que la pâte d'arachide c'est trop gras, les Camerounais n'aiment pas, c'est mieux de faire quelque chose light. On commence à me parler des nouveaux concepts importés d'Europe. Et je décide de faire la poudre d'arachide. Donc la farine d'arachide est un produit qui était conçu à ce moment uniquement par le Pentagone. Donc il me fallait inventer une machine qui fait la poudre d'arachide pour faire les sauces en quelques minutes sans effort. Donc voilà là où naît ce projet
et je décide de rentrer au pays avec ma machine que j'avais inventée là-bas pour faire la poudre d'arachide. Mais dès que je suis arrivé à l'aéroport, ma mère m'a demandé, elle a compris qu'elle était rentrée définitivement. Elle me demande qu'est-ce que tu es venu faire. Il dit non, j'ai inventé la machine pour faire la poudre d'arachide. Elle m'a dit espèce de rancunier. Donc c'est toujours cette histoire de pâte d'arachide qui te hante jusqu'à ce que tu es obligé d'abandonner l'Europe pour venir dans la poubelle. Il dit maman, bon, le choix est fait, le billet d'avion a été acheté, un seul sens. La fameuse machine qui a été inventée, sortie de l'Union soviétique quand j'étais étudiant. Oui, bah, ça c'est la première machine, c'est la machine mère. C'est une extrudeuse capable de produire 1 tonne d'arachide par jour. Une personne aux commandes et avait une productivité de près de 78% en termes d'huile. C'est extraordinaire. C'est comment? Pourquoi? C'est ça. Il manque la poudre. Hein? Il n'y a plus de poudre. Les débuts de la marque Tanti sont assez difficiles. Au moment de se lancer, seul Thierry Niamen croyait réellement en son projet, lui et bien sûr sa maman, qui sera d'ailleurs son tout premier employé. Mais quand on rentre au Cameroun et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qui peut être votre employé? Parce qu'elle n'avait que 500 francs par jour. Qui pouvait accepter d'avoir cet argent? Mais elle ne voulait pas être payée, mais pour moi c'était important que je sorte cet argent pour lui donner. Je suis son fils unique. Elle a sacrifié beaucoup de choses pour moi. Et c'était important, c'est important que je révèle. Je ne peux pas changer l'histoire. On produisait de l'huile et c'est elle qui filtrait de l'huile parce que nous faisons une huile première pression à froid, une huile diététique. Et on filtrait pour mettre dans et étiqueter. L'étiquetage était manuel. Non, je veux dire qu'aici, par exemple, il y a un qui, quand tu tapes comme ça, et puis il y a la poudre. Tu fais comment? Ah d'accord, donc il y a les cartons de rebut. Ici, par exemple, comme vous voyez là, c'est des produits qui n'ont, que nous appelons des fins de série. Donc on ne peut pas servir cela aux clients pour une raison quelconque. En plus des difficultés dans les moyens de production, Thierry Niamen doit également composer avec l'adversité de certains partenaires et même souvent celle de ses propres amis. Il se sent alors incompris. Tout me tombait de la tête parce que, imaginez-vous quelqu'un qui a laissé... J'avais des propositions de boulot hors du pays, mais je rentre et je me retrouve. Il faut bien... la voiture est non climatisée, il fait très chaud. Au Cameroun, je sors d'un pays où où j'étais à moins 30 degrés. J'entre dans la chaleur. Je suis incompris par mes propres compatriotes. Les amis me font des propositions de boulot, va un peu demander le travail quelque part. Donc je sentais qu'il y avait cette influence assez négative de cette pression de trouver un sens. Et c'est pour ça que j'ai fait le taxi. J'ai fait le taxi pour Central et Mombo pour chercher un peu à vivre. Et dans le taxi, j'essaie de proposer aussi mon produit en même temps. Donc pour justifier. Et il y a eu une des anecdotes où certains même m'ont volé les produits. Je ne portais que les femmes. Donc il y avait le nom du produit, aller dans un supermarché et se faire humilier par un responsable des achats qui estime que votre produit est non conforme, qui estime que, bon, comme vous avez trop bavardé, mettons-le par pitié, vous sentiez un regard de mépris. Bon, je peux les comprendre, j'avais trop osé. Donc, il y avait ce financement, on a faim, on a tout à la fois. Mais je pense que c'est... Je ne sais pas, à un moment, je crois que ça va aller. C'est labellisé. Bref, on a voulu oser, on a voulu dire, attention, c'est possible. C'est possible de faire comme ça au Cameroun, d'offrir à quelqu'un, d'aller en Europe et de dire, c'est made in Cameroun, c'est fabriqué au Cameroun. Et ça, c'est notre fierté. Malgré ces difficultés, le jeune entrepreneur ne lâche rien. Il a confiance en son produit et a la certitude que le temps lui donnera justement. Peu à peu, Tanti gagne en renommée et les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Ce que moi je veux, c'est la maîtrise du poids de la farine jusqu'au produit. Donc ça dépasse juste un peu.
maxi de 6, 7. Donc il y a aussi un contrôle au niveau du poids de la gruyère. Ah ben c'est que ça va. Sa composition naturelle et riche en vitamines lui permet même d'engranger de nouveaux soutiens, non des moindres, dans le monde médical. Mais il y a eu ces médecins, les médecins qui prescrivaient systématiquement nos bouillies aux personnes malnutries, aux personnes dénutries, aux personnes vivant avec le VIH. Et pour moi, c'était extraordinaire de voir que sur une ordonnance, on peut écrire 2 tantis matin et soir. Donc pour moi, c'est les gens qui ont cru à un produit qui était emballé avec les papiers scotchés, photocopiés au cradat, qu'on découpait et qu'on filmait avec, on fermait avec les bougies. Donc pour ceux qui ont cru, c'est ces consommateurs, ces femmes qui ont osé tester un produit sur leur enfant. Quand on te dit, j'ai été de 30 kilos hier, tu dis que donne-moi les beignets soufflés que j'attendais de toi. Effectivement, c'est ce qui se passe. Donc quand je ne suis pas rassuré de la quantité, j'investis. Qu'est-ce qui peut s'être passé? Dans quel processus? Ce qui fait qu'elle-même connaît déjà. D'accord. Ok, super. Aujourd'hui encore, Tanti doit combattre dur pour tenir sa place sur le marché camerounais de l'agroalimentaire. Un marché quasiment envahi par les multinationales qui ont des moyens bien plus importants et qui développent un marketing agressif jusque dans les supermarchés. Tous les rayons agroalimentaires dans les structures sont achetés par les multinationales. Tous les linéaires sont déjà achetés à hauteur de près de 250 000 francs par mois le mètre linéaire. Comme ils ont acheté des terrains partout pour pouvoir implanter, ils le font aussi dans les supermarchés. Et la raison est simple, c'est comment faire pour booster, pour enlever toutes ces PME qui sont en train de se chercher. Donald. Pour nous faire découvrir cette concurrence agressive que lui livrent les multinationales, Thierry Niamen nous amène alors visiter quelques rayons de supermarchés. Il fait quoi sur ma zone? Il ne part jamais chez lui. Il ne part jamais chez lui. Je le respecte. Hein? Faut qu'il me respecte. Ça, voici ma zone. Hein. La zone là-bas. C'est juste parce que non, attends, voici... l'a traversé un peu. Comment se traverser un peu? Ouais, ça a traversé voici ma banderole, regarde, regarde. Mon chef, non. Oui. Il a donné à chacun son nombre de fessines. Tu vois un peu, non? Oui. Oui, et le tien s'arrête là. Le mien s'arrête là? Oui. J'ai essayé au maximum de suivre l'alignement jusqu'en bas. Visiblement, vous allez voir que nous sommes malheureusement l'un des rares produits made in Cameroun à avoir cet espace. Le reste sont des multinationales. Mais petit à petit, on va prendre du temps. Moi, j'estime qu'on est pratiquement maxi à 10%. Mais nous ne pouvons pas prendre. Tout dépend aussi du taux de rotation de chaque produit. Parce que le responsable du magasin doit pouvoir vivre dans ses charges. Donc je n'ai pas le droit, je n'ai pas des directives ou des orientations à donner ici. Vous voulez orienter, vous payez à la caisse, on vous donne en tête de gondole et ça se paye et ça c'est normal. Mais pour une PME, sincèrement, pour être dans une tête de gondole, qu'on vous dise la vérité, nous ne sommes pas capables de le faire. Je n'aurais pas souhaité être le seul. J'aurais bien voulu que les autres Made in Cameroun se trouvent là-bas pour qu'ensemble nous menions cette bataille. Notre pays, c'est notre pays. Et vous voyez, c'est un supermarché très bien achalandé, appartenant à un Camerounais. Donc, il est de savoir que les produits du Cameroun sont en train d'être mis en avant. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Et en cela, l'État peut jouer d'une façon ou d'une autre son rôle. Il existe ce qu'on appelle un patriotisme économique. Mais on ne viendra pas demander un produit extérieur et elle va aller cacher pour vendre le mien. Dans ce contexte, Thierry Niamen doit se baser sur des outils mineurs qui font pourtant sa force. Parmi ceux-ci, l'assiduité, la ponctualité, mais aussi la sécurité. Automatiquement, une entreprise qui a une ambition africaine ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité. La sécurité non seulement sur le plan alimentaire, mais la sécurité du personnel. C'est-à-dire des pictogrammes qui nous permettent de savoir, de donner des consignes sur le port de la blouse, des cache-nez pour couvrir la tête contre la sécurité. Chez nous, c'est sécurité option, c'est 0. On doit réduire à 0 le taux d'accident de travail. Et Dieu merci, pour le moment, nous, les consignes sont assez claires. Mais aussi dans la vision. C'est pour cela que vous avez vu, on a affiché par exemple la vision. Garantir aux consommateurs des produits alimentaires de qualité. C'est très important. Nous ne jouons pas avec la qualité.
Clarisse. Dans son approche, Thierry Niamen développe un style de management assez particulier, révélateur parfois de son propre parcours. Son désir de la perfection le pousse à être omniprésent, à vouloir toujours tout faire lui-même. Je pense que c'est une faiblesse. Même si cela a constitué une force il y a 5 ans, le fait d'être des petites mises au point. Mais je vous dirais sincèrement, j'ai passé plus d'1 mois hors et il y a un certain nombre de mises au point qu'il faut s'assurer en tant que promoteur. Parce que il faut faire une différence entre un directeur général qui peut avoir été choisi, nommé, et un propriétaire. Malheureusement, c'est comme son enfant. On ne peut pas se tasser. C'est un nouveau type aussi de management où on ne reste pas dans un bureau, on prend des décisions. Pour moi, il faut aller proche de... Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 80 stagiaires académiques. Et c'est l'occasion pour nous qu'ils me côtoient et qu'on en discute à bâton rompu pour éviter un certain nombre de frustrations. Parce que le maillon intermédiaire dans notre entreprise n'est pas encore si solide en termes de cadre. Il est bien vrai, il y a par exemple au niveau du service commercial, une qui tient bien son service, mais la touche d'un directeur général, d'un propriétaire est toujours... Vous m'avez suivi, vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas vu crier ni gronder. C'est beaucoup plus des mises au point, des petites orientations, parce que pour moi, il n'existe pas de petits problèmes. 17 ans après sa création, l'entreprise qui valait initialement 150 000 francs CFA affiche désormais fièrement un chiffre d'affaires de plusieurs millions de francs CFA. La production, le capital humain, les parts de marché connaissent une nette croissance qui tient bon en dépit du contexte économique assez morose. Aujourd'hui, Tanti, c'est déjà pratiquement une valeur de près d'1,5 milliard. Tanti, c'est en termes de volume de transformation où nous sommes pratiquement déjà à une moyenne de 500 tonnes de matière locale transformée. Tanti, c'est en termes c'est 1500 points de vente, c'est 22 produits, c'est aussi une entreprise qui est passée d'une entreprise une société à responsabilité limitée qui paye régulièrement ses impôts et qui fait vivre son nom. Tanti, c'est un volume en termes de parc automobile, des motos, des tricycles, des voitures pour la distribution. Mais c'est beaucoup plus en termes de qualité, c'est-à-dire que l'unique ou tout du moins l'un des meilleurs répondants à ces multinationales qui viennent nourrir nos grands-parents, nous nourrir et veulent nourrir encore nos enfants. Donc au moins pour ça, on peut dire on donne la possibilité aux Camerounais de faire du choix, mais surtout de consommer local dans un produit bien emballé. Et notre emballage tient compte des exigences de l'environnement, des exigences en termes de triple couche ectochromie. C'est la dernière technologie en termes d'emballage. Mais NT-Food aussi, c'est du matériel où nous avons transformé tout en inox, dont nous sommes en train de nous rimer. Mais en termes de volume aussi, c'est déjà un partenaire assez sérieux pour les réfugiés, pour la nutrition des personnes déplacées dans l'extrême nord, où on peut compter comme en tant que première PME à se retrouver dans un milieu aussi assez serré. Bref, nous sommes ravis de ce que nous sommes aujourd'hui en évolution en termes de chiffres, en images, mais surtout en termes de notoriété. Une notoriété qui traverse aujourd'hui les frontières de son traditionnel marché camerounais. NT Foods et ses différents produits sont désormais présents en Afrique centrale, notamment en République du Congo, au Tchad et en RCA. Une phase d'expansion qui vise à consolider la croissance du groupe avec comme éventuelle retombée l'atteinte prochain du cap symbolique du milliard de francs CFA de chiffre d'affaires. Le milliard, j'ai des collaborateurs qui, dans la nouvelle vision de management que je suis en train de mettre sur pied pour me retirer, ils vont comprendre qu'ils feront le milliard pour eux-mêmes. Parce qu'atteindre le milliard, je ne sais pas si c'est pour moi ou c'est pour l'entreprise. Ce chiffre-là ne m'intéresse pas beaucoup, ce n'est pas un objectif réel.
Notre objectif, c'est comment voir dans quelle mesure nous allons apporter la satisfaction à nos clients. Leur dire, si après ça apporte des milliards, c'est bien, pourquoi pas seulement, peut-être pas seulement le milliard et aller au-delà du milliard. Les jets privés, ce n'est pas fait pour des animaux, c'est aussi fait pour des Africains et des Africains qui rêvent. Wow, Africain.